Première création depuis que vous êtes directeur du TDB, et je crois que donc cette création, elle vient d'abord d'une représentation au Festival d'Avignon. Oui. Qu'est-ce qui avait, racontez-nous un peu ce qui a marché là-bas et ce qui vous a donné envie d'en faire un spectacle. En fait, cette pièce, je l'ai découverte au GREC, au groupe de réflexion sur les écritures contemporaines du Théâtre de la Colline, qui est un théâtre national à Paris avec lequel je collabore depuis plusieurs années. Et j'ai découvert ce texte donc, grâce à Stéphane Braunschweig et à son équipe, qui m'a énormément plu. Et ensuite, on en a fait, c'est vrai, une première mise en espace, pas une mise en scène, dans le cadre du Festival d'Avignon il y a 2 ans, pour les 40 ans de Théâtre Ouvert. Voilà. Théâtre Ouvert, qui est donc une maison qui s'occupe des écritures contemporaines. Bon. Et ça nous a beaucoup plu de faire ce travail. Et c'était déjà avec les acteurs qui vont maintenant faire le spectacle, donc Christophe Brault, Chloé Région et Emmanuel Vérité. Donc la mise en espace, c'était une version très, très légère, avec simplement les acteurs et le texte. Et ça nous a donné envie de faire vraiment un spectacle, voilà, d'aller au bout du geste. Et je suis assez heureux qu'on ait persévéré, parce que parfois on se dit, oui, il y a eu des sensations en lecture qui étaient belles, une sorte de légèreté, de simplicité. Est-ce qu'on va pas tout alourdir avec un dispositif en répétant vraiment, en lâchant le texte, en incarnant les personnages? Eh bien, pas du tout. Je crois que justement on a eu raison de persévérer, parce que la pièce, elle avait une réserve théâtrale, une chose qui demandait justement d'être approfondie. Et c'est ça qu'on a pu faire ici, et je suis ravi d'inaugurer d'une certaine manière mon mandat à la tête de cette maison avec cette création, puisque c'est un texte qui me plaît beaucoup, une équipe d'acteurs dans laquelle j'ai une grande confiance, et puis j'espère qu'il y aura aussi comme ça une note, même si mon travail est quand même connu ici, donc ça va pas être une découverte complète, mais un peu une note sur une façon de faire du théâtre et de justement de dialoguer, d'être sur la comédie, parce que c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, et d'être sur une forme assez contemporaine, qui dialogue aussi avec d'autres imaginaires, avec un imaginaire qui vient du polar, qui vient de la bande dessinée, qui vient des séries télé, qui vient de la musique pop. Enfin, voilà, il y a une sorte de mélange des genres et d'hybridation. Et puis aussi un thème dans la pièce, qui est quand même un thème politique, voilà, il faut le dire. Et que tout ça, oui, ça raconte un peu ce que j'ai envie de faire dans ce théâtre pour les années qui viennent, j'espère, ouais. Ouais, un thème politique, vous l'avez vécu, vous, comme une pièce engagée Non, c'est pas vraiment une pièce engagée, mais c'est vraiment une pièce qui parle de l'époque. C'est pas une pièce engagée au sens où ce serait pas facile d'assigner à Philippe Leleu, ah si on va dire rapidement qu'il est de gauche ou je sais pas quoi, ou qu'il est progressiste, ou qu'il est favorable à l'émancipation et à l'amour entre les peuples, enfin voilà. Mais ensuite on peut pas vraiment dire qu'il appartiendrait à telle et telle ligne repérable ou je sais pas quoi. En revanche, il médite dans la pièce sur ce que c'est que vivre dans les sociétés riches au début de ce siècle. Qu'est-ce que c'est que cette vie de consommateur, qu'est-ce que c'est que cette vie de citoyen où on vote avec son panier de courses, en fait, parfois plus qu'avec son bulletin de vote. Enfin, donc il y a une méditation là-dessus. Mais en même temps, son héros, qui est justement ce personnage qui critique cette société, qui essaye d'inventer autre chose, il n'y arrive pas, il y arrive mal. C'est une espèce de pied nickelé de l'émancipation politique. Donc, mais c'est cocasse. Il n'est pas moqueur vis-à-vis de ce personnage. Je crois qu'il y a beaucoup de tendresse pour son entreprise, pour son effort d'inventer autre chose. Et puis en même temps, pas mal d'ironie, parce qu'il ne suffit pas de décréter qu'on va inventer la vie nouvelle. Ensuite, il faut s'y coller. Et le réel résiste. Voilà. Comment se reconnaître dans ce personnage qui est quand même vachement atypique On se reconnaît parce que, alors c'est marrant parce que c'est un personnage qui est narcoleptique. Il s'endort brutalement. Alors là, dans la pièce, Philippe Leleu, l'auteur, dit il s'endort chaque fois qu'il se met en colère. Alors je trouve ça très drôle parce que ça raconte vraiment une chose sur nos indignations contemporaines. Tout le monde nous dit de nous indigner. Alors voilà, c'est un indigné, mais lui, dès qu'il s'est indigné, il s'endort, d'une certaine façon. Alors, c'est drôle. Bon. Et ce personnage, du coup, il est tout le temps comme ça, entre veille et sommeil. On ne sait pas s'il rêve d'une certaine manière. Ce qui nous rapproche de lui, tous, c'est son rêve. C'est-à-dire le désir d'inventer une autre vie, le désir d'une vie autre. Ça, je trouve ça magnifique, parce que je suis sûr que c'est une envie qui nous tenaille tous, que tous on se dit qu'on pourrait vivre moins mal, voilà, qu'on est tous conscients qu'on vit pas très bien. Enfin, il suffit de regarder les journaux, j'ai des banalités là, absolues. Mais une fois qu'on a dit ça, alors bon, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est assez marrant, parce que dans la pièce, beaucoup de personnages lui essayent de dire à Gospodine qu'il doit rentrer dans le rang, qu'il doit absolument réintégrer une forme de normalité ou de norme sociale. Et en même temps, à la fin de la pièce, on va découvrir que tous ces personnages rêvent eux aussi d'une autre vie, ont eux aussi d'autres rêves et d'autres désirs. Donc même ceux-là qui voulaient lui imposer la vie commune ou la norme commune ou les règles communes, et la règle principale qu'on veut lui imposer, c'est la question de l'argent. C'est-à-dire de lui dire, oui, tu dois accepter de vivre dans un monde où c'est l'argent qui domine. Et lui dit, non, on doit pouvoir vivre sans, le monde doit pouvoir marcher sans l'argent. Belle utopie. Mais en tout cas, c'est à ça qu'il tient. Et les autres finissent par lui dire que dans ce monde-là, ils rêvent tous d'autre chose. Voilà, ils rêvent tous d'autre chose. Bon, donc je pense que dans le désir d'émancipation vis-à-vis oui, comment dire, des chaînes matérielles dans lesquelles on est tous pris, et dans nos compulsions d'achat, de consommation, qui fait qu'on pense que
augmenter à l'infini le nombre de produits auxquels on peut avoir accès va finir par nous rendre heureux. C'est quand même un peu une petite illusion, quoi, parce que si les pays riches étaient heureux, ça se saurait depuis le temps. Ça veut pas dire qu'ils sont épouvantablement malheureux, hein. Il y a des situations bien pires. Je dis pas que la pauvreté est un bonheur, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, on voit bien que l'accumulation, c'est pas forcément ce qui donne un sens à nos existences. C'est simplement ça que rappelle Gospodin. Je pense qu'avec cette chose-là, on est tous d'accord. Là où la pièce commence et où elle devient épique, cocasse, picaresque, enfin, je sais pas comment dire, c'est que une fois qu'il a dit ça, Gospodin, lui, il essaye de faire autre chose. Et là, l'aventure démarre et c'est très réjouissant. Ouais. Il essaye, mais il essaye tout seul. C'est Ouais. justement ce qu'il va faire. Oui, tout seul, oui. Et je pense, moi, pour une part, que c'est ça aussi que raconte la pièce. C'est que c'est très bien de vouloir changer le monde, mais vouloir le changer tout seul, soit ça donne le terrorisme, d'une certaine manière, et il n'est pas loin de se poser la question. À un moment donné, il se la pose, il se dit, est-ce que je dois devenir un terroriste? Donc c'est intéressant, ça aussi. C'est que si on se radicalise tout seul, ben, ça fait souvent des catastrophes, quoi. Ou alors rien. Ou des catastrophes ou rien. Et donc, un projet politique, il faut fatalement qu'il soit collectif, quoi. C'est aussi pour moi en creux ce que raconte la pièce. Puis elle raconte aussi autre chose, c'est que justement, c'est très compliqué de changer le monde, de vouloir changer le monde. Non pas qu'il faille pas s'y coller, mais en même temps, il faut faire toujours faut être d'une immense prudence. Voilà, c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que dans la pièce, pour moi, c'est un peu les questions qui se posent aujourd'hui en Europe. On peut réveiller des peuples, on peut vouloir réveiller des peuples, mais sur quel motif, sur quelle dynamique, sur quel contenu? Et si on essaie de les réveiller sur la haine, ça fait des choses atroces dans l'histoire. Et parfois, on aurait envie d'être conservateur en disant ne touchons à rien, parce que si les peuples se réveillent avec la haine au ventre, ça va déclencher des catastrophes immondes, quoi. Donc la pièce tourne autour de ça, de la nécessité et du désir de se poser cette question de changer le monde, du risque qu'on prend toujours en se lançant dans cette entreprise, du risque sans doute nécessaire. Et voilà, donc c'est une pièce sophistiquée, je trouve, complexe, et puis en même temps qui se raconte comme une histoire, très simplement, comme un conte presque, comme une bande dessinée dont on feuilletterait les pages, qui raconte des choses profondes. Enfin, c'est exactement l'endroit où moi je rêve de placer le théâtre, quoi. C'est-à-dire un contenu absolument simple, accessible, et j'allais dire même divertissant, réjouissant. J'aimerais, moi, qu'on puisse venir au théâtre avec le même plaisir qu'on va au cinéma, au concert, ou qu'on va s'acheter un roman qu'on a envie de dévorer. J'aimerais qu'on vienne dévorer des pièces de théâtre avec le même appétit. Et je crois qu'il y a ça dans cette pièce. Et en même temps, pas pour rien, quoi. Ça tourne pas à vide, ça. Vous repartez avec de quoi faire, de quoi travailler, de quoi penser. Et c'est bien aussi d'être sur ces deux choses. Voilà. Je vais élargir un peu pour montrer le décor parce qu'on va parler très, très rapidement de la mise en scène. C'est terrible parce que là vous allez montrer le décor de la deuxième partie. Ouais. D'accord. Les gens qui le verront n'auront aucune surprise, mais ça n'est pas grave, montrez-le. On n'a pas vu comme ça, on ne sait pas ce qui s'y passe. Il évolue beaucoup ce décor dans la pièce. Enfin, il évolue pas mal parce que. Il évolue pas mal. Il évolue pas mal, mais je peux pas trop raconter pourquoi. Mais oui, c'est pas techniquement, il se passe pas grand chose en réalité, mais ça change profondément l'espace dans lequel jouent les acteurs. Voilà. Parce que dans la première partie, on peut le dire, cette boîte est fermée. Dans la deuxième partie, la boîte est ouverte. Et pour les comédiens, c'est pas du tout le même rapport, parce que là, c'est comme s'ils étaient sur un tréteau, en fait. C'est comme s'ils étaient sur un tréteau. C'est Copeau, là. Là, ça, c'est Jacques Copeau. C'est pour l'œuvre nouvelle qu'on nous laisse un tréteau nu. Nous avons entendu l'appel de Copeau, ce que nous avons fait. Mais dans la première partie, on n'est pas du tout sur un tréteau, on est dans une boîte qui rappelle d'ailleurs celle que j'en avais faite pour Que faire, qu'on avait créée dans cette même salle il y a 2 ans. Donc c'est aussi la suite d'un dialogue, j'allais dire, au long cours avec Antoine Franchet, le scénographe, et d'une réflexion sur l'espace théâtral. Donc c'est comme si on repartait de la boîte de Que faire et qu'on commençait à y faire autre chose. Voilà. D'ailleurs, il y a un lien forcément pour moi entre les deux spectacles, et aussi avec Bienvenue dans l'espèce humaine, qui est celui qu'on a fait entre. À eux trois, ces 3 objets, ils forment une sorte de petite trilogie sur... Et alors, changer le monde ou pas? Ça pourrait être ça la question. Le titre générique, ça pourrait être Que faire, point d'interrogation d'ailleurs. C'est la question qui taraude Gospodin dans toute la pièce. Donc, voilà l'espace. Vous avez fini avec cette question justement Oh bah oui, elle est résolue. Je pense qu'il n'y a plus besoin de la poser. Non, on n'en a jamais fini. Après je me disais ces derniers temps que j'allais la laisser reposer un peu, cette question-là. Donc j'ai l'impression que ça inaugure aussi mon travail. Enfin là je dis ça et puis en fait c'est pas vrai parce que j'arrive pas à m'en poser d'autres, vous savez. Avec un metteur en scène qui disait une chose très belle, il disait en tant que metteur en scène, si vous avez 2 idées, c'est que vous en avez une de trop. Et j'aime bien cette phrase, je trouve ça intéressant. Donc de toute façon on enfonce désespérément et à l'infini le même clou parce qu'on choisit pas ces thèmes quand on est créateur, artiste. Il s'impose à vous, hein. On fait pas l'œuvre qu'on veut, on fait l'œuvre qu'on doit ou qu'on peut, ma foi. Donc, mais en même temps c'est vrai que en tout cas j'avais pas forcément envie de la poser à l'avenir dans les mêmes termes.
travailler aussi autrement, différemment. Mais aussi parce qu'au fond, en prenant la direction d'un théâtre, cette question que faire, elle cesse d'être abstraite. Vous cessez de vous la poser simplement de façon, comment dirais-je, réflexive ou artistique sur un plateau, mais vous venez méditer devant les spectateurs autour d'une question. Là, tout à coup, que faire? Moi, il faut que j'y réponde, là, très concrètement. Qu'est-ce que je dois montrer à un public? Comment je dois accompagner d'autres artistes? Comment je dois faire vivre cette maison? Voilà, c'est une question que je ne me pose pas seul. Confère ce que je disais précédemment, si on se pose les questions seul, on ne peut pas y répondre. Donc on se les pose tous ensemble dans ce théâtre, et je les pose à la suite de François Château, j'hérite aussi d'une histoire, enfin. Mais là, tout d'un coup, la question que faire, elle a acquis un contenu concret et immédiat, quoi. Oui, évidemment, diriger un théâtre public dans cette société au début de ce siècle, c'est fatalement un acte politique. Et on va essayer de le faire exister comme tel. Mais du coup, j'aurais peut-être une urgence moins grande à marteler cette question dans les spectacles que je vais faire. Je sais pas, je tire des plans sur la comète. Je sais que là, prochainement, de toute façon, je vais repasser par... pas tout de suite d'ailleurs, mais c'est un horizon pour moi. Je vais repasser par un endroit que j'aime et que j'affectionne, dont j'ai besoin. C'est la question du patrimoine et des écritures classiques. Voilà, j'ai quitté Musset il y a 3-4 ans. Dans 2 ans, je vais retrouver un classique. Voilà, j'avais quitté Molière il y a 10 ans. Enfin, tous les 5-6 ans, comme ça, j'ai besoin de me retremper. Donc c'est aussi une façon de déplacer les questions et de travailler autrement. Merci beaucoup. Merci.